À la fin d'un été qui a connu un réchauffement climatique sans précédent, voici venu le moment de la rentrée. Alors que les indicateurs économiques sont loin d'être au beau fixe, comment doit-on appréhender cette fin d'année? Nous essayons d'y répondre avec Gérard-Marie Henry, professeur d'économie. Gérard, on dit souvent que la bourse, et plus particulièrement la bourse de Paris, donne le là de la rentrée économique et anticipe en général les problèmes. La bourse actuellement est quand même pas au mieux de sa forme. Moi j'aimerais savoir aujourd'hui comment vous voyez cette rentrée économique qu'on nous annonce un petit peu morose, voire plutôt même très désagréable. Et de votre côté, vous la voyez comment cette rentrée ? Pas très formidable en fait. On a un ralentissement économique de l'économie française. On a des ménages dont le moral est vraiment très bas. Si on fait la comparaison, on est à l'indice 80, il faudrait être à 100 pour dire que le moral est convenable. On a des chefs d'entreprise qui continuent à avoir un peu la forme, eux c'est au-dessus de 100, mais on sait très bien qu'il va y avoir ralentissement économique parce que les acteurs ont un peu peur de l'avenir, ont surtout peur de l'inflation et ont surtout encore plus peur de la rareté énergétique qu'on nous promet pour le mois de décembre. Alors on va essayer de voir un petit peu tous ces indicateurs. Commençons justement par cette facture énergétique qui, effectivement, les Français ne le voient pas trop encore puisque l'État français a décidé de bloquer les prix en quelque sorte, voire même donner des ristournes sur le prix de l'essence avec moins 30 centimes jusque fin octobre. On voit d'ailleurs la queue dans les stations-service. C'est plutôt une bonne chose pour l'État, finalement, qui a des rentrées fiscales plus intéressantes que prévues. On en reparlera peut-être si on a le temps. C'est la même chose pour les entreprises avec l'impôt sur les sociétés. Mais on le sait, les entreprises ont quand même fortement peur de cette rentrée. Si tant est qu'en plus il y ait un hiver dur, on risque d'avoir quand même de très gros problèmes en entreprise pour payer la facture énergétique. Tout à fait. Il y a déjà des entreprises d'ailleurs qui ont arrêté de produire. J'ai vu un article sur Duralex, sur Cristal Dark. Enfin, toutes les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie pour produire se disent qu'elles ne vont pas pouvoir supporter une facture qui explose, qui est multipliée par 2, par 3, par 4. Et donc on a effectivement là un problème de ralentissement de l'économie. Mais on était quand même parti, pour se rassurer, on était parti avec une économie française en début d'année qui avait un certain rythme de croisière. Donc même ce ralentissement ne nous ramène pas sur une récession. Si on prend l'année 2022 dans son entier, on devrait avoir fait quand même plus de 2% de croissance, ce qui est pas mal. Alors, certains voient la récession plutôt arriver en 2023, justement. Alors, est-ce que vraiment, on entend le patron de la Banque de France qui dit pour l'instant pas de récession, mais il pourrait peut-être venir en 2023. Alors, il pourrait peut-être venir s'il y a deux événements qui vont se passer simultanément. Premier événement, c'est les politiques des banques centrales. Les banques centrales sont inquiètes de l'inflation en Europe, inflation aux États-Unis, une inflation mesurée de deux façons différentes. Vous vous souvenez, on avait parlé de l'inflation générale, celle que les ménages subissent, et puis l'inflation de fond de panier qui est un peu moins forte, on est à peu près à 4%. Mais c'est quand même inquiétant puisque ça pourrait déboucher sur un mécanisme d'une spirale des prix-salaires. Donc les banques centrales remontent leurs taux et on peut penser que très bientôt la Banque centrale européenne va mettre un coup de frein assez important. Certains disent qu'elle pourrait remonter de 0,75% ses taux, ce qui serait la première fois dans son histoire d'un relèvement aussi important. D'autres disent qu'elle ne va pas oser faire autant, mais donc ça va avoir un effet sur le coût du crédit, ça va avoir un effet sur la demande des ménages et des entreprises d'emprunt, etc. Donc tout ça, ça a un effet négatif sur la croissance. La Banque centrale est assez critiquée là-dessus, justement, d'avoir pris un peu de temps pour augmenter les taux, quand on voit les taux américains qui sont déjà remontés depuis quelques temps. Et d'ailleurs, on le sent avec aujourd'hui l'euro qui s'effondre par rapport au dollar, oui. Enfin qui s'effondre, qui est vraiment très bas, 0,99. Ça faisait donc très longtemps qu'on n'avait pas vu ce chiffre, 20 ans je crois. Donc oui. Quelque part, vous pensez que dès que la Banque centrale aura pris ses décisions d'augmenter les taux, on va retrouver un euro un peu plus fort? Peut-être, si elle redevient crédible. Si elle fait 0,75, elle devrait convaincre les marchés qu'elle a vraiment décidé de lutter contre l'inflation et que la baisse de l'euro par rapport au dollar
trajectoire devrait être enrayée. Mais est-ce qu'elle va le faire? On se souvient qu'on avait expliqué que le problème de la Banque centrale européenne est très différent du problème de la Réserve fédérale américaine, parce que la Banque centrale européenne, elle s'occupe de 19 pays qui ont leurs problèmes particuliers. Et elle a très peur de ce qu'on appelle la fragmentation de la zone euro. C'est-à-dire des pays qui partent à la dérive, et ça pourrait être le cas de l'Italie. Et donc c'est pour ça qu'elle a pris du retard dans sa remontée des taux par rapport à son homologue américain. On voit bien déjà, aujourd'hui, quand je regarde les taux italiens... Ils sont presque à 4%. Voilà, 4%. En France, on a 2 et quelques, alors qu'en Allemagne, on est à 1,50, 1,60. Oui. Donc et là, on a une sacrée différence. On a la dispersion qui correspond à la situation des économies. L'économie française n'est pas trop différente de l'économie allemande. Par contre, l'économie italienne, il y a quand même des points d'interrogation en plus politiques. D'élections qui pourraient amener une extrême droite au pouvoir avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors on parle donc de la différence entre les pays, mais l'augmentation des taux renchérit le coût du crédit, donc quelque part risque aussi de freiner l'investissement et particulièrement l'investissement des entreprises. Tout à fait. Et donc ça, c'est ce qui va se passer sans doute, ce qui pourrait se passer en 2023 avec... En plus, le choc énergétique qui n'est sans doute pas terminé, puisque le ralentissement des fournitures de gaz par Poutine, il est en train de s'opérer. On a une GIE qui n'est plus fournie, on a toute une série de problèmes. Alors bien sûr, nos cuves sont remplies, mais elles ne vont pas être remplies éternellement. S'il n'y a plus de gaz qui vient, comment faire ? Avec en plus des réacteurs nucléaires qui sont en panne, qui sont mal entretenus, enfin toute une série de facteurs supplémentaires qui pourraient créer en 2023 un ralentissement un peu brutal. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Parce que là, depuis le début de cette émission, on est plutôt sur les mauvaises nouvelles. Donc, vous avez un petit peu le moral des ménages qui est légèrement en hausse, mais très peu. Oui, 80-82, voilà, il a monté de 2 points, mais c'est très faible. Non, le moral des chefs d'entreprise, globalement, alors si après on fait la distinction entre services, bâtiments et puis industrie, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas le même score, mais globalement on a encore des chefs d'entreprise qui disent que c'est jouable s'ils n'ont pas des factures d'énergie trop importantes, donc ça c'est quand même assez sympathique. Et l'autre truc qui pourrait être sympathique, c'est l'économie allemande dont on nous dit qu'elle ralentit, elle ne ralentit pas tellement, or c'est notre premier partenaire. Donc si elle ne ralentit pas tellement, elle nous aide à ne pas la ralentir non plus. Donc ça, ce sont les facteurs positifs qu'on aimerait bien voir continuer, pour l'instant. Alors dans quelques jours, va avoir lieu la discussion budgétaire avec la présentation du budget 2023 au gouvernement, et puis après toute la discussion parlementaire. Les équations ne vont pas être simples, parce qu'on entend quand même le président de la République toujours annoncer des dépenses supplémentaires ou des rentrées en moins, parce qu'il veut supprimer donc, cette fameuse CVAE donc, pour les entreprises, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises, mais pour le budget de la France, beaucoup moins. Est-ce que vous pensez que les recettes fiscales, on a entendu le président du MEDEF dire que l'État français devenait de plus en plus riche grâce aux entreprises, et l'IS, malgré que le taux d'IS diminue, les recettes augmentent très fortement, donc les entreprises vont bien, c'est pas mal, plutôt une bonne nouvelle. Donc comment vous voyez cette équation budgétaire, parce que le quoi qu'il en coûte nous coûte quand même très cher, on le voit avec le prix de l'essence aujourd'hui, c'est pratiquement 20 milliards d'euros qui sortent simplement pour l'essence. Mais les choses réconfortantes, c'est que l'État français continue à avoir une bonne signature, continue à pouvoir emprunter à des taux qui sont quand même raisonnables. Si on pense que l'inflation, c'est plus de 4%, emprunté sur 10 ans à 2%, c'est quand même sympathique. Le gouvernement français vient de lancer une OAT 2043, qui n'a pas le format habituel, mais qui a été faite par syndication, c'est-à-dire les grandes banques internationales ont apporté tout de suite de l'argent, 5 milliards d'euros récoltés sur un objectif 2043 qui est quand même très loin. Donc ça veut dire que s'il fallait faire encore le quoi qu'il en coûte, on pourrait à nouveau le financer par le recours à l'emprunt. Alors bien sûr avec une dette totale qui augmente, bien sûr avec un service de la dette qui augmente, puisque les taux auxquels on emprunte sont un peu supérieurs, mais ils ne sont pas encore déments. Donc ça, c'est des marges de manœuvre que le gouvernement a et qu'il pourrait éventuellement utiliser si la récession devenait assez grave. Donc ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Finalement, la France s'en sort presque mieux que pas mal de pays. Tout à fait. Les choix qui ont été faits Tout à fait. Et donc, en plus, le reliquat de croissance qu'on a sur les 2 premiers trimestres de l'année va continuer à nous pousser en début d'année 2023, même s'il y a des vents contraires. Donc tout ça n'est pas aussi dramatique qu'on croit. Et donc, si le moral des ménages tient, ça c'est, je crois, la chose importante, si les ménages ne décident pas de réaugmenter leur épargne, d'arrêter de consommer, etc., on devrait pouvoir
tenir le premier semestre 2023 et après espérer que le conflit en Ukraine s'arrête. Et justement, le lien entre l'Europe et la France, parce que bon, l'Europe n'a pas du tout les mêmes indicateurs, autant jusqu'ici on se fondait un peu donc, dans les indicateurs européens, là c'est pas le cas, on est en décalage complet, oui. Aussi bien dans un sens que dans l'autre d'ailleurs, oui. Donc ça ne risque pas de gêner la France demain. Non, parce qu'au contraire on est bon élève, quoi. On est dans une trajectoire qui est quand même assez solide, avec encore une fois, je répète, les conditions d'emprunt du gouvernement français qui sont très bonne, quoi. Malgré les conjonctures difficiles, on a des émissions de l'agence France Trésor qui se font de façon très correcte, avec à chaque fois, tous les 15 jours, on emprunte 10 milliards d'euros à des taux qui montent légèrement, mais qui ne reflètent pas le contexte inflationniste général. Ça veut dire que les investisseurs internationaux considèrent que placer leur argent en France, c'est une bonne histoire.